Hello, bienvenue dans Business de Meuf, le podcast qui raconte l'entrepreneuriat féminin. Je m'appelle Astrid et dans mes épisodes, vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour vous inspirer, vous former et vous motiver, toujours avec une pointe d'authenticité et de spontanéité. D'ailleurs, sachez que cette saison Business de Meuf est soutenue par Axonote, le logiciel français de la gestion d'entreprise qui permet entre autres de gérer sa boîte de A à Z en quelques clics. Pour vous en dire plus sur Axonote, c'est un logiciel qui permet de gérer sa relation client, ses emailings, ses devis et ses factures sur une même interface. Autant vous dire que ce logiciel pépite vous ira aussi bien si vous êtes en cours de création d'entreprise ou créé depuis des années. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous invite à vous abonner dès à présent au podcast, à nos réseaux sociaux pour être au courant des prochains lives que je vais vous proposer avec mes invités. Vous pourrez aussi leur poser toutes vos questions et être au courant de toutes nos actualités. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur les plateformes d'écoute et je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de l'épisode car nous avons préparé une surprise. Hello les meufs, aujourd'hui je reçois Anne-Sophie, fondatrice de Gestia Solidaire, qui est une entreprise à impact qui apporte une solution au mal logement et des personnes de classe intermédiaire. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui dans le podcast. Aujourd'hui on va parler de toi et plus précisément de ton entreprise, enfin des deux, parce que finalement c'est lié. Est-ce que tu peux te présenter et ensuite nous présenter Gestia Solidaire ? Donc bonjour à tous, Anne-Sophie Thomas. Donc moi je suis la cofondatrice et présidente de Gestia Solidaire. Comme tu l'as dit, Gestia Solidaire, c'est une entreprise qui favorise l'accès au logement pour favoriser justement le parcours d'accès de toutes les personnes en France qui ont des difficultés d'accès à un logement par manque de garantie. D'accord. Donc vraiment cette part de population un petit peu invisible dont on ne parle pas forcément, mais qui représente quand même 20% de la population à avoir des difficultés à se loger, surtout dans les grandes villes où se trouvent toutes les personnes, donc typiquement étudiants sans garant, actifs sans CDI et familles monoparentales. D'accord, donc c'est vraiment les trois personnes, typologie de personnes que tu cibles avec ton entreprise. C'est ça exactement. Moi, je suis allée sur une niche puisque en étant étudiante, j'ai pu avoir des difficultés à me loger, en grandissant aussi parce que je suis partie à l'étranger. Et donc, ça a toujours été plus facile pour moi de me loger à l'étranger qu'en France. Et quand je suis revenue, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire, surtout que j'ai travaillé, moi, uniquement dans l'immobilier. Donc, j'ai fait des études de droit, en master de droit. Ensuite, j'ai travaillé 6 ans dans une foncière éthique en responsable juridique et administratif. Et donc, j'ai découvert plein de choses dans l'immobilier et plein de modèles différents. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour tous les étudiants, pour les jeunes actifs qui galèrent comme moi, pour aussi les familles monoparentales qui sont de plus en plus nombreuses, pour qu'elles puissent mieux se loger dans les grandes villes. D'accord. Est-ce que je rentre dans le vif du sujet tout de suite ? Qu'est-ce qui va différencier Gestia Solidaire d'une agence immobilière, finalement, qui est de plus classique, et une institution qui s'occupe aussi par exemple, je pense au HLM, par exemple. Qu'est-ce qui va différencier ou peut-être c'est un mix entre... je vais pas répondre à la question. Vas-y. Non, mais c'est une bonne question. Donc, nous, on a essayé de créer... Donc, j'ai cofondé avec mon frère Emmanuel. Donc, c'est aussi une entreprise qui est née d'un projet familial où on est parti à 2 pour lancer le projet. Entre-temps, on a fait rentrer un autre associé. Puis, aujourd'hui, on a plusieurs salariés qui travaillent pour nous. Mais l'idée, c'était de se dire, on crée une nouvelle forme d'agence immobilière. D'accord. Qui soit disruptive sur le marché pour favoriser l'accès au logement. Et vraiment une forme hybride entre l'agence classique et le bailleur social. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu as des agences immobilières qui vont aider la majorité de la population, 80%, qui a un CDI, qui gagne 3 fois le montant du loyer, qui a des garants physiques. Et tu as à côté, sur le marché immobilier public, les agences HLM qui vont aider les personnes plus précaires. Mais en fait, les personnes d'entre-deux, classe moyenne, étudiants sans garant, actifs sans CDI, familles monoparentales, qui ont des revenus récurrents, une situation stable, elles rentrent pas dans les critères prioritaires des HLM et leur dossier est refusé dans les agences. Donc nous, on s'est mis vraiment dans l'entre-deux et c'est vraiment ça la différenciation sur le marché, c'est que nous, on est complémentaires à une agence classique et à un bailleur social et on fait le lien l'entre-deux pour vraiment les personnes qui n'ont pas forcément le CDI, mais qui ont des revenus, celles qui n'ont pas de garant physique, celles qui ne gagnent pas 3 fois le montant du loyer. D'accord. Donc finalement, c'était pour reprendre un marché
qui n'étaient pas du tout gérées par les agences immobilières classiques, puisqu'on le voit bien, enfin, dès qu'on n'a pas de garant, dès qu'on n'a pas un CDI, enfin, on a l'impression que dans les agences classiques, on peut pas on peut pas avoir de logement. Enfin, c'est assez compliqué finalement. C'est ça exactement. Il y a un peu un rien qui n'existe pour l'entre-deux. Pourtant, on est de plus en plus de personnes, professions intermédiaires ou de situations qui peuvent changer. C'est aujourd'hui de plus en plus rare de rester toute sa vie sur le même emploi en CDI. On le voit là, il y a des études qui sortent où les gens, ils se reconvertissent, ils ont envie de changer, donner du sens à leur travail, etc. Et du coup, il y a beaucoup de situations qui n'existaient pas avant, qui se sont créées et sur lesquelles il n'y a pas eu forcément d'acteurs qui se sont positionnés. Et aussi, on a eu au début, le logement HLM produisait des logements d'entre-deux pour les fonctionnaires, pour les classes intermédiaires, et a peu à peu dérivé, enfin pas dérivé, mais a délaissé un peu cette branche dans les années 90. Donc on a eu aussi un nombre de logements dits intermédiaires. Enfin, on connaît un petit peu une typologie d'investissement qui est du Pinel, qui était créé en fait pour cette classe moyenne. Et puis, au fur et à mesure, ça a un peu disparu. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a besoin de recréer cette offre, et nous, on le fait avec Gestia Solidaire. Mais vous allez même un petit peu plus loin parce que vous faites du conseil juridique, fiscal, la recherche d'aide aux travaux, la garantie impayé dégradation, la gestion locative. En fait, vous avez pris toutes les problématiques qu'il y avait en plus de ça pour apporter en fait une offre complète, que ce soit au demandeur qu'à celui qui propose le logement. C'est ça. Parce qu'il fallait partir de la problématique, c'est vraiment ça. La problématique qui nous tenait à cœur d'adresser, ces personnes qui ont moins de revenus, qui sont sans garant, qui ont des difficultés à se loger dans les grandes villes, donc à peu près 8 millions de personnes en France. Donc c'est les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, donc c'est énorme. Et on s'est dit, pour aider ces personnes, il faut créer en face le service qui donne envie à un propriétaire de se dire, je vais aider cette personne parce que j'ai une contrepartie, ou en tout cas, j'y retrouve mon compte. Donc, on a essayé de créer une offre de service qui réponde aux freins d'un propriétaire. Pourquoi il ne loue pas une personne qui a moins de revenus ? C'est principalement par peur des impayés, des dégradations. Donc, on a créé un service en face qui permette à un propriétaire de se dire, voilà, j'ai un bien, je vais voir Gestia Solidaire, je suis conseillée sur la partie juridique et fiscale. Donc, ça me permet de me dire, voilà, combien je vais pouvoir louer mon bien. Est-ce que fiscalement, je peux avoir des avantages ? Je vais avoir une seconde brique, si besoin, de rénover mon bien qui me permet de me dire, mon bien, il est un petit peu en dessous de la grille énergétique. Ce sera intéressant que je change des fenêtres, que j'isole, etc. Est-ce que j'ai le droit à des aides ? Parce que c'est aussi des choses sur lesquelles les propriétaires veulent être renseignés et des fois font pas les travaux par manque de connaissances, par se dire que ça va me prendre du temps, voilà, je saurais pas vers qui aller. Donc on offre tous ces services un peu d'audit en amont de la mise en location qui vont préparer le propriétaire, le guider dans son projet et ensuite lui permettre de se dire ok, si je fais tout ça, je valorise mon bien, j'ai des aides, des compléments, de la défiscalisation, ça me permet de baisser un petit peu mon loyer, peut-être de 10 à 100 euros par mois. Et derrière, j'aide une personne qui a moins de revenus pour se loger et qui a moins de garantie, puisque cette personne va venir avec une garantie spécifique qui nous permet de protéger le risque d'impayé et de dégradation. Et quand on a fait tout ce travail, on lève le frein d'accès au logement, on permet à un propriétaire de se dire plus facilement « Ok, pourquoi je ne louerais pas de manière plus solidaire si derrière j'ai tout cet accompagnement qui me fait gagner la même chose que de louer de manière classique ?» D'accord. Donc c'est vraiment apporter tout en axe conseil pour sécuriser au maximum l'envie en fait de louer son logement. Et est-ce que vous aidez aussi sur la partie achat ? Par exemple, c'est les primo-accédants qui ont envie d'acheter pour louer. Est-ce que vous accompagnez aussi dans cette démarche-là ? Parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté avec la loi Pinel, mais peut-être que ça aussi, c'est un nouveau mode de fonctionnement. Alors, c'est ce qu'on développe. On s'est concentré d'abord la première année sur la gestion. Donc vraiment, aller chercher, en capter des propriétaires qui ont déjà des biens. Et donc, on leur apportait du conseil, audit juridique, fiscal, travaux. Et ensuite, on prenait en gestion leurs biens en protégeant le risque d'impayé. Et aujourd'hui, on a développé la branche transaction. Donc, on travaille avec des promoteurs qui vont proposer des produits d'investissement que nous, on modélise en amont. On négocie avec eux le prix de vente pour que derrière, un propriétaire parte sur une loi de défiscalisation qui est semblable au Pinel,
puisqu'elle est possible sur le neuf, sur un programme neuf. Mais par contre, elle est pas, le crédit d'impôt n'est pas sur le coût de l'investissement, donc combien achète le propriétaire, mais vraiment combien il génère de loyer. Et ça lui permet d'avoir du crédit d'impôt en face, peu importe son niveau d'imposition. D'accord. Donc nous, on crée ce produit d'investissement avec le promoteur et ensuite on le revend à un propriétaire qui aurait effectivement un budget peut-être entre 150 000 300 000 euros à placer pour faire de l'investissement, et on lui offre un service clé en main où il achète le bien et derrière nous on le loue de manière plus solidaire sur une durée d'investissement qui est le prêt de 20-25 ans. D'accord. Donc c'est vraiment sur les 2 axes. Et c'est aussi, ce que j'avais regardé, c'est dans ce cas-là aussi que vous intervenez avec les grands organismes, enfin les promoteurs, etc., pour en fait, les 3 grands acteurs. Enfin, ça va être la personne en recherche, le locataire et les grandes institutions qui s'occupent aussi de proposer des projets en fait à la location. C'est ça. On s'était dit, on a analysé le marché. Il y a une part de logement très importante qui est détenue en majorité par les propriétaires particuliers. Donc, eux, fallait les capter, les séduire avec une offre qui les accompagne, qui les sécurise pour qu'ils nous confient leurs biens et qu'on leur offre une alternative à une agence traditionnelle. Et ensuite, on a besoin de travailler avec les acteurs du logement, ceux qui produisent, donc les bailleurs, les promoteurs, les collectivités, en arrivant à apporter un peu de l'ingénierie au début d'un programme neuf pour dire, vous voyez, sur ce programme, ce serait intéressant de faire du logement social, très social, ce qui se fait avec les bailleurs sociaux classiques, et de créer une couche de logement intermédiaire. Donc nous, on vous propose de modéliser un produit qui va être vendu à des investisseurs privés, mais derrière, vous êtes sûr qu'ils vont participer à l'effort national de favoriser l'accès au logement. Donc c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est plutôt sur les appels d'offres, mais en réunissant ces 2 types d'acteurs privés et publics, on permet de générer une offre importante de logements intermédiaires en France. D'accord. Et là, vous êtes implanté partout en France ou uniquement dans les villes où c'est un petit peu en tension ? Enfin, oui. Le modèle, c'est dans les villes en tension où Oui. on va avoir plus de demandes que d'offres. Donc, on le sait, en économie urbaine, c'est vraiment les centres urbains où se trouve le travail. Les gens vont. On sait que dans les prochaines années, on va peut-être faire x5 dans les grandes villes. Donc, on n'aura pas assez de foncier. Il y aura toujours cette problématique d'accès au logement. Donc, on est plutôt sur ces villes. Après, on peut avoir de la demande dans des villes moyennes. Mais aujourd'hui, on se concentre dans les grandes villes. Donc, on est à Lyon et Paris. Et le but, là, on prépare une levée de fonds pour être sur toutes les grandes villes de France, Lille, Marseille, Bordeaux, mais aussi les départements d'outre-mer, Nantes. Voilà. Oui, ok. Toutes les grandes villes où il y a cette tension. En fait, le but, c'est d'essaimer le modèle pour se dire, on devient acteur, leader sur ce marché de niche et on crée cette offre complémentaire avec un réseau d'agences immobilières solidaires. D'accord. Et comment est venue l'idée de créer Gestia Solidaire ? Parce que, toi, tu étais dans l'immobilier, ton associé, ton frère aussi, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Il n'était pas du tout dans l'immobilier, pas du tout dans l'impact. D'accord. Après, moi, j'ai grandi avec l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai fait mes études en droit immobilier. D'accord. J'ai eu la chance de faire une partie en alternance, donc de travailler tout de suite dans une foncière qui s'appelle Ethique, qui construit des immeubles de bureaux pour les entrepreneurs sociaux. Donc, ils sont à l'échelle nationale. Et j'ai grandi avec cette vision d'un monde de sociétés immobilières qui soient non capitalistiques, qui permettent d'avoir un impact social et environnemental fort sur les territoires où elles s'implantent. Donc moi, j'avais cette vision de me dire, moi, de toute façon, ce que je veux, c'est créer une entreprise immobilière. Je savais pas trop à quelle échelle et quelle temporalité, mais en tout cas, je voulais créer une entreprise qui favorise l'accès au logement. Donc, je l'ai lancé, moi. J'ai fait mon master de droit. J'ai travaillé 6 ans chez Ethique en tout. Et ensuite, je suis partie au Canada faire un MBA en économie urbaine. Donc, j'ai fait une thèse sur l'impact des politiques publiques sur le prix des loyers en France. Donc, j'ai découvert la loi que j'ai utilisée beaucoup au début. Et après, j'ai fait évoluer le modèle sur tout type de location. Et j'ai fait rentrer mon frère dès que j'ai décidé d'importer. Je suis rentrée du Canada pour revenir en France. Et lui, il était vraiment sur la partie tech, parce que c'était aussi la vision qu'on avait quand je lui ai demandé de me rejoindre, c'était de se dire, il y a aussi besoin dans l'ESS, ou en tout cas dans les boîtes d'immobilier impact, d'avoir quelque chose qui soit plus sexy, plus tech, et qui essaime un modèle. Donc j'ai pris sa compétence, lui, son expertise complémentaire en gestion de projet logiciel, en marketing digital, pour qu'on ait vraiment les deux, la complémentarité pour lancer le modèle.
D'accord. Lui, plus sur l'aspect marketing, développement web, et toi, sur toute la partie juridique, etc. Opérationnel. Oui. Opérationnel. Ok, donc c'est à ce moment-là qu'il a eu envie de te rejoindre. Donc, Oui. du coup, ça fait combien de temps que tu travailles sur le projet, le projet sur l'entreprise, finalement? Alors, sur l'entreprise, ça fait longtemps. Ça fait... Très longtemps. Je pense que j'avais l'idée de créer une entreprise depuis 2014. Après, je suis partie à l'étranger. Donc, c'est des projets toujours qu'on met en stand-by. Je faisais mon MBA. Et en fait, ça a relancé l'idée de créer. Donc, j'ai travaillé sur le modèle, je pense, de 2014 à 2016. Et ensuite, j'ai vraiment lancé l'entreprise. C'était... fin 2019, quand je reviens en France, là, je vois mon frère, on se dit, on crée l'entreprise, je cherche les structures d'accompagnement, on va chercher un peu d'argent et on crée officiellement la structure juridique. C'est en mars 2020. Et après, on déroule jusqu'à maintenant sur le développement de Gestia Solidaire. Et du coup, comme tu disais, tu as eu la chance de te faire accompagner par des incubateurs, d'être subventionné, notamment avec un démarrage à la BPI. Live. Ah, excuse me. T'es déterminé, la French Tech, tremplin, les premières, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme retour, ces accompagnements? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a fait évoluer dans ta démarche ou ça t'a vraiment fait passer le cap un cap de plus finalement, rapidement? Alors, moi, je savais que j'avais besoin d'être accompagnée pour me lancer, ou en tout cas d'être structurée, qu'on m'aiguille sur toutes les possibilités de financement. Et aussi, ça crée du réseau, hein. Faut pas le négliger, mais ce qui est important au démarrage, c'est la motivation. Le projet, pas tellement en soi, si tu arrives à bien le présenter, mais être accompagné, structuré pour passer des étapes et développer ton projet sans trop te démotiver. Donc moi, j'ai vraiment recherché ça quand je suis rentrée en France. Je savais que je lançais, je voulais entreprendre. C'était de trouver la structure de départ qui va amorcer mon projet. Donc je suis allée chez Live for Good. J'ai passé le test, je me rappelle, au Canada en visio. Et je savais que j'étais prise. Dès que j'arrivais en France, j'étais de retour. Donc je me suis dit, je me suis fait accompagner tout de suite. J'ai recherché les premiers financements. Et en fait, j'ai toujours cherché des structures d'accompagnement qui répondaient à une problématique que j'avais à un instant T. D'accord. Donc, Live for Good, c'était dessiner le modèle, être sûr, challenger l'impact, avoir des retours avec un réseau quand même de pas mal d'entrepreneurs et puis assez structuré de mise en relation avec des potentiels investisseurs pour challenger un peu le concept pendant 6 mois. Et ensuite, d'aller chercher de l'argent. Donc ça, je l'ai trouvé grâce à la BPI qui lançait la French Tech Tremplin. D'accord. J'étais sur la première édition. Donc j'ai eu la chance que ce soit pas trop connu. En plus, j'étais en région, donc j'étais à Lyon. Je crois que quand je suis allée à la réunion d'information, il y avait 4 personnes. Ah oui, d'accord. Bon, donc j'ai eu la chance d'avoir tout de suite le chargé de projet qui m'a dit pas de souci, on te fait la lettre, on relit ton dossier puis tu le déposes. Donc après on a été pris, c'était tout de suite, je crois qu'ils le font plus, mais ils donnaient 20 000 euros au démarrage, donc 5 000 pour l'entrepreneur lui-même. Donc moi je l'ai mis en capital. Et 15 000 pour faire les études de marché, le POC. Donc c'était quand même une somme non négligeable pour se lancer. Moi, ça m'a beaucoup aidée. J'ai fait vraiment tout mon POC grâce à ça. J'ai mis au capital parce que je n'avais pas forcément de côté. Enfin, j'avais pour vivre, mais pas forcément pour investir dans ma boîte. Et après, j'ai déroulé. J'ai fait la deuxième phase French Tech Tremplin, mais plus pour lancer la commercialisation. J'avais déjà mes premiers clients à la fin de la French Tech prépa. Avec les 20 000, et après j'ai eu 30 000 supplémentaires. Je suis allée chercher du cofinancement France Active, BNP, et après j'ai eu un incubateur les premières. Je suis allée aussi à la Ruche, Alliance for Impact. Donc j'ai choisi à chaque fois des structures d'accompagnement parce qu'aujourd'hui il y en a tellement, ça s'est tellement développé avec justement les incitatifs avec le gouvernement pour avoir vraiment des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'il y a plein de choix, mais faut le faire en fonction de son besoin. Et aussi une chose que j'ai apprise, c'est de se dire le
l'accompagnement, ça dure souvent sur un temps donné, 6 mois, 12 mois. Donc, faut profiter, en fait. Faut essayer de tirer le meilleur de tout le monde parce que les gens vont être là et s'attendent à ce que tu les sursollicites, voire trop, pour prendre tous les contacts des intervenants, des conseillers qui t'accompagnent, de tes mentors. Et ça, faut pas le négliger parce qu'après, les gens, quand le programme est fini, ils ont plus de temps pour toi. Ils passent au suivant et peut-être que toi, t'as perdu 6 mois si t'as pas tiré le maximum et en plus, t'as pas eu le réseau à l'instant T, quoi. D'accord. Donc, ça, c'est le petit conseil que tu peux donner sur ça. Est-ce que tu as eu des difficultés par rapport au lancement du projet Ça avait l'air déjà à l'époque d'être très clair sur ce que tu voulais faire. Est-ce que tu as eu des difficultés, des premiers recrutements à faire, etc., qui ont été un peu plus challengeants ou voilà, il y a des trucs où tu te dis finalement, c'est un service que tu proposes. Finalement, tu n'as pas eu trop de difficultés à lancer ça. J'ai pas eu de difficulté à lancer parce que, comme tu l'as dit, c'est un service. Donc, il n'y avait pas de développement en amont ou de recherche à faire comme sur peut-être quelque chose de beaucoup plus tech, où il y a de la grosse R&D, par exemple en santé. Je pense à des amis entrepreneurs qui lancent des projets où il y a 3 ans de R&D. Moi, j'avais juste besoin d'un ordi, de définir ma grille de prix. Et de vendre. Après, je savais faire. Moi, j'étais experte dans mon domaine, donc gérer. J'étais pas obligée d'acheter les pro-logiciels. Je pouvais gérer au début. J'avais eu tout de suite ma carte professionnelle parce que j'ai diplôme, l'expérience. Donc, je pouvais lancer. Donc, moi, ça a été simple pour commercialiser. D'accord. Et ça a été assez simple de trouver les premiers clients, les suivants. Mais après, ce qui a été dur, c'est de passer un cap parce que je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, on a l'euphorie au début. Enfin, tout est beau, tout est rose. On est surmotivé. On est prêt à passer 40 heures, 50 heures par semaine, enfin, non-stop à travailler. Mais après, à un moment où il faut se poser la question, quand on arrive au bout de ses ressources personnelles ou de son acre ou toutes ces choses qu'on a pu avoir pour démarrer, que le modèle il soit périn. Et je pense qu'il y a une étape, et nous, on est peut-être à cette étape maintenant de se dire, on est rentable, mais aussi aujourd'hui, si on veut passer à l'échelle et changer, passer de la petite entreprise à vraiment une start-up à impact qui essaime surtout à l'échelle nationale, il faut plus de ressources et passer à un certain cap. Donc je pense que là, on est au stade un peu difficile où on grossit, on commercialise bien, on a des process clairs, on a une récurrence de clients, un chiffre d'affaires. Mais on a besoin de recruter des ressources plus compétentes. Au début, on avait fait un choix stratégique de recruter aussi avec les aides qu'on peut avoir, des ressources plus juniors, donc des alternances, etc. Et aujourd'hui, il faut structurer pour avoir une équipe solide qui reste dans le temps et arriver à convaincre aussi des investisseurs de se dire je mise sur cette personne, cette équipe, je vais leur donner peut-être 1 million et ils vont arriver à me le transformer, à essaimer le modèle et avoir vraiment un impact fort sur le territoire. Donc là, je pense qu'on est plutôt à l'étape un peu difficile qui est de démontrer qu'on peut scaler, recruter les bonnes personnes sur du long terme et assurer un niveau opérationnel de qualité, quoi. D'accord. Donc, c'est passer un peu à l'étape supérieure, quoi. De structurer, de recruter les bonnes personnes au bon moment et de passer à l'étape supérieure. Voilà. D'où, je pense que tu vas faire une levée de fonds. Ouais, t'es en plein dedans, là. Je suis en plein dedans. D'accord. Je mange lever, je dors lever. Ouais. Et au niveau de la levée de fonds, comment tu t'es préparée à ça? T'as fait un petit récap des besoins pour savoir comment t'allais pouvoir aller chercher tes financements? Alors nous, on a fait un programme qui est Alliance for Impact. Donc c'est un fonds, le fonds Vintech, qui regroupe plus une banque, assurance, caisse de dépôt, et l'incubateur La Ruche, donc qui accompagne plutôt des projets impact. D'accord. Et donc ils nous ont accompagnés sur 12 mois. Donc ils ont fait des OC convertibles dans l'entreprise, donc ils mettent un peu d'argent et c'est des obligations et ça permet d'avoir du ticketing de mentor en gros sur des sujets clés. Donc si tu as une problématique sur moi je sens que le niveau commercial ça va pas trop, je veux me mettre au vert, est-ce que je peux avoir un expert? Donc ils trouvent les bons mentors, les bons experts et pendant 12 mois ils te challenge dans 12 mois, pas 12 ans, et ça permet de mettre tout au vert pour être prêt ensuite à présenter
à différents investisseurs selon le type de levée. Donc nous, on est plutôt sur des fonds et des business angels, mais aussi du non dilutif bancaire. Donc on a après, sur ces 12 mois, construit un petit peu un cheminement des types d'investisseurs en fonction de ce qu'on voulait lever par rapport à nos objectifs pour aller cibler les bons, les rencontrer et amorcer des premières discussions. Donc ça, on a amorcé tout ça plutôt en fin mai, début juin. Et là, on est dans la phase où on passe des sélections devant des comités, des investisseurs, voilà. Et c'est long. Oui, le temps d'avoir... C'est dur. C'est un pitch à chaque fois, c'est convaincre à chaque fois. Et c'est mettre aussi une intensité dans chaque présentation. Donc, je comprends que tu sois un peu fatigué à la fin de tout ça. Oui, et c'est un processus assez long, le temps qu'ils se décident sur tout ça. T'as pas été voir des organismes... Ah, mon Dieu, j'ai oublié le nom. Moi, j'ai réussi en Essonne, mais non, c'est pas Réseau ça. Entreprendre. Oui, Réseau Entreprendre. Réussi en Essonne, c'est le nom d'un magazine de chef d'entreprise. Non, mais c'est autre chose. Je confonds. Réseau Entreprendre. Oui, c'est ça. Vous n'avez jamais été là-bas Si, nous, on a pris l'alternative qui est France Active. Donc, oui, d'accord. Eux te font un prêt d'honneur. Ouais. Et ensuite, du prêt participatif avec un cofinancement bancaire. Mais par contre, ils financent pas mal de l'investissement. Enfin, le bancaire finance de l'investissement puisqu'il ne finance pas de la trésor. Et le réseau Entreprendre ou France Active finance de la trésor. Donc ça, on l'a déjà fait. Après, c'est des petits montants. Là, on voulait aller chercher beaucoup plus. Donc, on est plutôt sur des BA et fonds d'investissement pour aller chercher... nous, on cherche entre 1 million et 1,2 million et une partie en non dilutif et une partie en dilutif. D'accord. Et le fait d'être à Station F aussi, ça vous apporte... de la légitimité, de l'accompagnement, enfin... Je pense que la légitimité, on l'a eu tout au long de la construction du modèle. On avait déjà BPI au démarrage, donc ça a aidé, French Tech Tremplin. On a un dossier chez BPI France parce qu'ils ont fait de la sub et du cofinancement bancaire. Donc après, ça, c'est des petits leviers. On a eu des prix où ils étaient dedans. Donc... Et Station F, c'est très récent, donc il faut voir ce que ça donne. C'est sur un programme spécifique d'immobilier Ville de demain. Donc c'est un nouveau programme. Donc je pense que ça a aidé dans le réseau. Et oui, effectivement, mais après, c'est vrai que c'est pas non plus moteur sur les incubateurs. Ils donnent les portes d'entrée, qui font la mise en relation facilitée, et on décroche beaucoup plus de rendez-vous. Après, aujourd'hui, pour nous, c'est pas encore ce qui a permis de signer un potentiel investisseur. D'accord. Gestia Solidaire, aujourd'hui, c'est une entreprise qui arrive à faire la différence, mais demain, ce sera quoi ? Alors nous, la vision, c'est de se dire que demain, Gestia Solidaire, c'est vraiment leader sur le marché de l'immobilier, de l'investissement locatif solidaire et de la gestion, qui arrive à aider plusieurs milliers de personnes, puisque nous, on vise... notre problématique, c'est 8 millions de personnes, et ce qu'on veut concrètement, c'est de se dire qu'on est sur plusieurs territoires, les grandes villes de France, dont les départements d'outre-mer, et qu'on arrive à faire la différence en apportant vraiment une alternative à l'accès au logement, avec une offre de logement moins chère, plus accessible pour des personnes d'entre-deux. C'est vraiment ça, de se dire que on est un acteur reconnu, qui a innové sur son marché, qui a peut-être fait fédérer, créer des synergies avec d'autres acteurs innovants pour essayer d'aider le maximum de personnes à mieux se loger dans les grandes villes. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voulait, qui souhaite se lancer dans une entreprise à impact, quel serait le conseil que tu aurais à donner ? Des fois, on a l'impression que on ne doit pas parler de son projet, que c'est secret, etc., parce qu'on va nous copier. Mais je pense que si quelqu'un copie un modèle, c'est bien, parce que justement, ça veut dire qu'il y a un marché, que ça va peut-être créer une émulation et peut-être lancer des synergies avec déjà un existant. Et qu'au contraire, il ne faut pas rester dans son coin, il faut parler au maximum aux gens, se créer un réseau, parce que des fois, c'est une toute petite personne qui va faire la différence et qui va peut-être permettre de passer à une étape supérieure. Et donc, s'entourer pour avoir des retours d'expérience d'entrepreneurs comme soi, avoir des portes d'entrée
de décideurs, de financeurs qui peuvent t'aider, c'est hyper important et je pense que c'est le plus important pour rester motivé, se rebooster et se créer vraiment un écosystème autour de soi. Donc je pense que c'est vraiment le conseil de mon côté. Ouais. C'était une volonté pour toi d'avoir une entreprise à impact? Oui. Oui, après moi, c'était pas une question. Hein. J'ai travaillé que dans des boîtes à impact, donc je vois pas un modèle différent. Déjà, c'était novateur quand j'ai démarré en 2012, 2013. Et donc, c'était le balbutiement des entreprises un peu d'entre-deux, économie sociale et solidaire. On savait pas trop ce que c'était. Puis après, il y a eu les premières lois. Donc, moi, je voyais pas une entreprise purement à but de faire du profit. Moi, c'était vraiment, pour moi, c'est un triptyque de valeurs. Quand on crée une boîte, il faut qu'on ait un impact social, environnemental, en plus de créer une activité lucrative qui permette économiquement de créer de l'emploi, dynamiser un territoire. Donc, moi, ça t'a un peu... ça se posait pas, quoi. Est-ce que tu as un message à nous partager avant qu'on termine ? Le message, c'est de rester positif et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent un projet parce qu'ils sont pas soutenus, ils trouvent pas de financeurs et je pense que la meilleure la chose la plus importante dans l'entrepreneuriat, c'est la résilience, de pas perdre sa motivation, sa flamme, son envie d'entreprendre, comment on conçoit son projet et ce qui nous a donné le déclic et l'envie d'entreprendre. Donc, c'est d'essayer de s'entourer, je pense, c'est le plus important, des bonnes personnes dans son entourage pro, perso, pour continuer à avancer et pas renoncer dès qu'il y a des choses qui se passent pas comme on l'a prévu. Oui, mais c'est que l'imprévu, l'entrepreneuriat. Oui, c'est que l'imprévu. Et après, moi, ce que je regrette dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y ait pas plus de... oui, je trouve qu'il y a quand même un petit côté... rivalité, concurrence assez fort, même dans l'entrepreneuriat à impact, où il y a peu de gens qui se disent à un moment donné, ma boîte, elle tourne, j'ai de l'impact, mais je pourrais aller beaucoup plus loin. Pourquoi je réfléchirais pas de fusionner avec une autre boîte et qu'ensemble on ait beaucoup plus d'impact? Il y a quand même toujours cette vision, je trouve, en France de concurrence, de vouloir prendre tout le marché, alors que quand tu es sur un marché à impact, tu peux pas avoir l'ego de te dire que tu vas prendre tout le marché parce que tu vas répondre à une problématique sociale ou environnementale forte et qu'en fait, toute seule, tu n'y arriveras pas. Nous, on n'a pas on se dit pas, on va réussir à éradiquer le mal logement. Enfin, c'est impossible, en fait. On est un début de solution, on apporte une alternative, mais on va pas répondre seul à la problématique de mal logement. Il faut qu'on soit ensemble plusieurs à créer des alternatives pour avoir une résonance nationale et arriver à peut-être aider plusieurs millions de personnes. Mais seul, on n'y arrivera pas. Donc, moi, je me dis, faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs d'individualisme, finalement, et plus de projets collaboratifs. Et dans l'idée, j'ai l'impression que c'est plutôt dans le monde des startups. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt dans ce domaine-là qu'il y a... ça se fait plus dans les startups qui se font racheter par des gros groupes et du coup qui développent une innovation et acceptent de céder et de revendre. Je pense, j'ai vu un podcast il y a pas longtemps sur Startup au calme d'un des cofondateurs du compte Nickel, du compte pour tous, du coup qui s'était fait refuser par BNP Paribas. C'est ce qui lui a donné envie de créer ça et qui s'est fait finalement racheter par l'entreprise qui... Oui. Donc, c'est plutôt ça dans les startups. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui vendent un projet impact environnemental ou social à un grand groupe en apportant l'innovation, en faisant seul et une fois que ça marche bien, se faisant racheter. Mais je vois pas beaucoup de synergie et je trouve que c'est dommage. Oui, c'est dommage. Après, ça dépend dans quel but aussi on crée son entreprise. Oui. Ouais, c'est peut-être la question. Oui. Peut-être que nous avons soulevé un point. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci d'avoir été là, de nous avoir partagé toutes tes actus, nous avoir expliqué comment tu as levé tes premiers fonds, comment tu as été sur le terrain pour développer ton entreprise et de voir aussi que tu as tenu bon. Parce que ça a fait longtemps que tu as cette idée et que tu avais envie de la sortir et qu'aujourd'hui, on voit que ça fonctionne très bien.
Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont heureuses, qui sont très heureux en fait d'avoir toutes tes solutions et d'avoir tout ce que tu proposes. Donc, je sais pas, moi je te dis merci pour eux. Merci. Oui. Et merci aussi aux propriétaires qui nous confient des biens parce que c'est comme ça qu'on arrivera. Nous, c'est vraiment notre mentalité de se dire chacun peut agir à son échelle. C'est parce qu'on n'est pas propriétaire d'un bien à louer qu'on peut pas agir contre le mal logement. Donc nous, on ouvre aussi notre capital au grand public. C'est l'une de nos actus de se dire qu'on peut fédérer une communauté. Si chacun en met 10, 20, 30 euros, 100 euros, on contribue aussi à cette cause. Sous forme, nous, c'est un investissement sous forme d'obligation. Donc il y a une rémunération du CA prévisionnel. Et en même temps, faut aussi que des propriétaires s'engagent en disant je change ma façon de louer. Et c'est un peu l'idée et notre mentalité chez Gestia Solidaire, c'est que chacun contribue et c'est qu'ensemble, on arrivera à résoudre une problématique sociale forte. Avec l'implication de chacun à son échelle, finalement. Oui, c'est ça, chacun à son échelle. Pour tous les sujets, c'est valable. Mais pour le logement, c'est aussi valable parce que c'est une grosse problématique qu'on a beaucoup négligée en France. Donc, on voit les personnes sans abri, c'est 300 000 personnes. Mais aujourd'hui, il y a 15 millions quand même de personnes mal logées, 20% de la population. Donc, c'est très significatif de se dire qu'il y a 80% de personnes qui arrivent à se loger, mais il y en a 20% qui galèrent. Et faut les prendre en compte parce que le droit au logement, c'est un droit fondamental comme manger, s'habiller. Voilà, si on n'a pas de logement, on travaille pas, on n'a pas de vie sociale et on est dans rien, quoi. Oui, c'est difficile de s'intégrer, d'avoir une vie aussi. C'est juste pas possible en fait. C'est une équation où si t'as pas de toit, pas de soleil. Voilà, ici il y a l'hiver, il y a les tempêtes, il y a de plus en plus de grêle avec le réchauffement climatique, donc ça va être encore plus difficile maintenant d'être mal logé ou d'être dans la rue finalement. Donc ça va être compliqué. En tout cas, merci beaucoup Anne-Sophie. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Tu fais aussi. Merci. De pousser des entrepreneurs à parler d'eux et puis les mettre en avant parce que on grandit aussi grâce à ça, au fait qu'on soit médiatisé et mis en avant pour parler de nous. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver toutes les informations sur Anne-Sophie et sur Gestia Solidaire, vous allez tout avoir dans la barre de description du podcast. Moi, je vous dis à bientôt et au revoir Anne-Sophie. Au revoir, à bientôt. Trop cool, vous êtes restés jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute et pour vous remercier d'être là depuis 2 saisons, je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du podcast. Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote, donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans 2 semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs.